Je suis rentré de Tokyo pour trouver 40 personnes dans mon appartement et ma famille avait organisé une fête. Ma sœur Harry, je pensais que tu avais déménagé. Maman m'a tendu son manteau en chuchotant, aide un peu. Je suis restée silencieuse. Cette nuit-là, j'ai changé les serrures. 2 jours plus tard. Ils sont revenus en larmes. J'ai déverrouillé la porte de mon appartement après un vol de 13 heures depuis Tokyo et je suis tombé en plein milieu d'une baby shower. Des ballons partout, des confettis, des bambins qui hurlaient. Un inconnu m'a tendu un œuf mimosa. J'ai laissé tomber ma valise. 40 personnes que je ne connaissais pas s'entassaient dans mon appartement, comme si c'était une foutue salle de location. Et puis je l'ai vue. Ma sœur, enceinte de 7 mois, pieds nus sur mon canapé blanc, ouvrant des cadeaux comme si c'était son trône. Elle a levé les yeux, a cligné une fois et a ri. Oh, dit-elle, son visage s'illuminant comme si j'étais une cousine perdue de vue. Je pensais que tu avais déménagé. Mon nom est Daniel Pierce et d'où que vous regardiez, dites-moi en commentaire, êtes-vous déjà rentré chez vous en vous sentant comme un fantôme dans votre propre vie? Je n'ai pas dit un mot. Mes yeux ont balayé la pièce. Mes étagères avaient disparu. Mes plantes étaient en train de mourir. Ma vaisselle circulait comme des plateaux de fête. C'est alors que ma mère s'est approchée. Elle n'a même pas dit bonjour. Elle a juste affiché ce petit sourire pincé qu'elle arbore quand elle fait quelque chose de cruel en pensant que vous ne le remarquerez pas. Elle a retiré son manteau et me l'a tendu comme si j'étais une employée. Aide un peu, d'accord, a-t-elle chuchoté. Ne gâche pas la journée de ta sœur. C'est le chuchotement qui m'a achevé. Comme si j'étais un problème à gérer. J'ai pris le manteau, je l'ai accroché. Puis j'ai fait demi-tour, je suis retourné dans ma chambre, celle qu'ils avaient transformée en débarras à couches, et j'ai fermé la porte. Je me suis assise sur le bord du sommier nu et j'ai fixé le sol, tandis qu'à 15 mètres de là, il portait un toast à une nouvelle vie en piétinant la mienne comme si elle ne signifiait rien. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Cette nuit-là, après leur départ, alors que l'appartement empestait la lotion pour bébé et le vin éventé, j'ai changé les serrures. 2 jours plus tard, ils sont revenus. Cette fois, ils frappaient à coups de poing, hurlaient, pleuraient. Parce que les serrures n'étaient pas la seule chose que j'avais changée. Et ce qu'ils avaient perdu, ils ne le récupéreraient jamais. Vous voulez savoir le pire? Ce n'était même pas le choc sur leur visage quand ils m'ont vu. C'était de l'agacement. Pourquoi Daniel est-elle là? Elle ne sait pas qu'on est passé à autre chose? Passé à autre chose, sans moi, dans ma propre maison. L'appartement était à moi, légalement. Je payais le bail, les charges, le wifi, tout. Même depuis Tokyo, j'avais tout maintenu. J'avais dit à ma famille de se sentir libre de veiller dessus pendant que je travaillais à l'étranger pour quelques mois. Ma sœur avait pleuré, se plaignant d'être enceinte et mal à l'aise. Maman avait dit que ce ne serait que pour un petit moment. Je leur ai fait confiance. Bêtement. Mais je n'étais pas préparé à ce qu'ils m'effacent complètement du tableau. Le lendemain matin, j'ai inspecté chaque centimètre de ma maison. Chaque tiroir était rempli d'affaires de bébé. Mon placard, vidé. Mes livres, donnés. Mes vieux journaux intimes, jetés dans un sac poubelle près de la porte d'entrée, avec un post-it collé dessus qui disait « à déchiqueter ». Il n'y avait plus de place pour moi. Alors j'ai fait de la place. Avec le feu dans la poitrine et la lucidité dans les os, j'ai d'abord appelé mon propriétaire. Je lui ai demandé si quelqu'un avait soumis une demande de sous-location ou de changement de locataire. Il a dit non, j'étais toujours l'unique locataire. Parfait. Puis j'ai posé des questions sur mes droits légaux de rentrer chez moi. Il a dit, tant que vous êtes la titulaire du bail et que le loyer est payé, vous pouvez changer les serrures quand vous voulez. C'est ce que j'ai fait. Cette nuit-là, j'ai mis en carton chaque décoration rose, chaque chauffe-biberon, chaque fausse plante qu'ils avaient apportée. J'ai tout empilé proprement dans le couloir, devant ma porte. Puis j'ai fixé une limite que j'aurais dû tracer des années plus tôt. J'ai envoyé un seul message au groupe de discussion familiale, l'appartement n'est plus disponible. Veuillez récupérer vos affaires dans le couloir. Ne rentrez plus. Je suis sérieuse. Mon téléphone s'est allumé comme un sapin de Noël. 36 messages en moins d'1 minute. Daniel, c'est quoi ce délire? Où est le sac à main de maman? Tu plaisantes? Ta sœur est enceinte.
Ne sois pas cruel. Et puis, finalement, ma mère, je t'ai mieux élevé que ça. Celui-là m'a fait éclater de rire. 2 jours plus tard, ils se sont pointés. Les coups à la porte se sont transformés en martèlement. Le martèlement s'est transformé en sanglots. Ils ne demandaient pas pardon. Ils suppliaient pour avoir accès. Mais ce qu'ils voulaient vraiment, c'était le contrôle. Et j'en avais assez d'être leur paillasson. Ils ont campé dans le couloir comme des squatteurs. Je les observais à travers le Judas. Maman, avec ses perles et son pantalon repassé, tenant son sac à main comme une offrande de paix. Ma sœur, appuyée contre le mur, s'éventant de façon dramatique, son fiancé lui frottant le dos comme si elle était la victime. Je n'ai pas ouvert la porte. À la place, j'ai mis mes écouteurs, je me suis versé du thé dans la seule tasse restante qu'ils n'avaient pas donnée, et je les ai laissés mariner dans leur silence. Ils sont restés des heures. Finalement, j'ai reçu un texto de ma cousine, Rachel, la seule de la famille à avoir une colonne vertébrale. Elle disait, « Ça va ? Il raconte à tout le monde que tu as pété les plombs. Que Tokyo t'a changé, que tu prends des substances. » J'ai failli laisser tomber mon téléphone. Alors maintenant, c'était moi l'instable. Classique. Le lendemain, mon téléphone a sonné. C'était mon oncle Greg, un avocat qui n'appelle que quand quelqu'un est mort ou poursuit quelqu'un en justice. Il a commencé par « Daniel, ta mère est très blessée. Ne peux-tu pas être un peu plus compréhensive ?» J'ai fermé les yeux. « Oncle Greg, ai-je dit, il dit qu'ils avaient organisé une baby shower avec 40 inconnus dans mon appartement pendant que j'étais à l'étranger ? Qu'ils avaient jeté mes journaux intimes ? Qu'ils avaient ri quand je suis entré ? » Il y a eu une longue pause. « Eh bien, la famille fait des erreurs. Et voilà cette vieille rengaine empoisonnée. La famille fait des erreurs, la famille signifie le pardon, la famille d'abord. Mais personne ne m'a jamais demandé ce dont j'avais besoin. Personne ne m'a demandé pourquoi j'étais parti à Tokyo en premier lieu. Je ne suis pas parti pour un travail. Je suis parti parce que j'étais fatigué d'être traité comme une choriste dans leur opéra de chaos sans fin. Je suis parti parce qu'à chaque fois que ma sœur pleurait, mes besoins étaient mis au placard. Parce que j'étais la forte, l'intelligente, celle que ça ne dérange pas. Mais ça me dérangeait. Ça me dérangeait énormément. Alors cette nuit-là, j'ai pris une décision. Pas seulement de les garder à l'écart, mais de récupérer ce qu'ils avaient pris. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai réservé une équipe de nettoyage, un serrurier, une entreprise de meubles. Et enfin, j'ai sorti la vieille enveloppe avec le chèque que je n'avais jamais encaissé. L'héritage que mon père m'avait laissé. Celui que maman disait que je ne saurais pas utiliser à bon escient. C'est drôle. Ce que j'ai fait ensuite était très sage. Je n'avais jamais touché à cet argent. Après la mort de papa, il nous avait laissé quelque chose à chacun. Ma sœur a eu la voiture, ma mère la maison, et moi, un chèque de banque de 48 000 $, scellé dans une enveloppe avec mon nom écrit de sa main, en lettres capitales. Je me souviens l'avoir tenu à l'enterrement, pendant que tout le monde me passait des mouchoirs et de la pitié. Maman s'était penchée et avait murmuré, « Mets ça de côté. Tu ne vas pas le claquer en voyage ou dans un appartement en ville, n'est-ce pas ?» J'avais 26 ans. Et à ce moment-là, j'ai su que peu importe mon âge, elle me verrait toujours comme celle qui avait besoin d'être gérée, dirigée. Alors j'ai mis l'enveloppe dans un coffre-fort. Et j'ai attendu. Maintenant, je savais exactement quoi faire. Au lever du soleil, l'équipe de nettoyage avait effacé toute trace de la baby shower de mon appartement. Les confettis dans les bouches d'aération, les éraflures sur les murs, même les empreintes de mains roses sur le frigo. Disparu. J'ai remplacé le canapé, le tapis, et chaque assiette qu'ils avaient donnée. J'ai raccroché mes œuvres d'art, mis des draps propres sur mon lit, allumé la bougie au jasmin que je brûlais chaque dimanche avant qu'ils ne transforment ma maison en garderie. Puis j'ai appelé un agent immobilier. Pas pour partir. Pour acheter. J'avais toujours loué parce que ma mère m'avait martelé que je n'étais pas prête à être propriétaire. Mais ce chèque était ma clé. Et le meilleur dans tout ça ? La propriété juste en dessous de la mienne, l'étage entier, venait d'être mise en vente. Un peu cher, oui, mais j'avais des économies. Le chèque couvrirait le reste. Il y avait 2 entrées, 3 chambres, et c'était parfait. J'ai signé les papiers en moins de 24 heures.
J'ai emménagé discrètement le lendemain, sans le dire à âme qui vive. Puis j'ai mis l'appartement du dessus, mon appartement d'origine, en location courte durée pour entreprise. Politique stricte, 4800 $ par mois, non négociable. En quelques jours, une entreprise de biotechnologie l'a loué pour ses cadres en visite. Et d'un coup, la maison qu'il s'était appropriée est devenue une propriété qu'il ne pourrait plus jamais toucher. Mais je n'avais pas fini. Parce que le coup de grâce, ce n'était pas une question d'argent. Il s'agissait de leur rappeler exactement qui ils avaient sous-estimé. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel de ma sœur. Numéro masqué. J'ai laissé sonner. 1 minute plus tard, j'ai reçu un message vocal. Sa voix tremblait d'une douceur fabriquée. Salut Dani. Je me demandais si on pouvait passer quelques heures. On a, laissé le couffin et quelques cadeaux. Maman a dit que tu comprendrais. Comprendre. J'ai fixé mon téléphone comme si c'était une bombe. Comprendre quoi? Qu'ils ont volé mon espace, jeté ma vie, puis s'attendaient à ce que j'agisse comme une concierge d'hôtel? Mais je ne l'ai pas bloqué. Je voulais qu'ils ressentent ce silence, ce vide qu'ils avaient créé. Pas d'explication, pas de dispute. Juste de la distance. 1 semaine est passée. Puis j'ai reçu une notification d'événement Facebook. Baby Brunch, organisé par la famille Daniels. Même titre, même bannière rose stupide. Mais maintenant, c'était chez ma mère. Bien. J'ai cliqué sur « N'y participe pas ». Et c'est là que le démantèlement a vraiment commencé. D'abord, la société de location de mon immeuble a appelé. Bonjour mademoiselle Daniels, nous avons reçu une plainte pour tapage concernant des personnes qui flânent dans votre couloir. Je le savais déjà. J'ai visionné les images de la caméra du couloir de mon immeuble. Ils étaient là. Ma mère, ma sœur, son fiancé, debout devant la porte de mon ancien appartement, maintenant loué à un cadre d'une entreprise du Fortune 500 qui n'était certainement pas chez lui. Il criait. Il ne frappait même plus. Il criait, elle ne peut pas faire ça. C'est nous qui avons décoré cet appartement. Ouvre cette porte tout de suite, Daniel. J'ai appelé la sécurité, je leur ai envoyé les images, j'ai déposé une plainte pour harcèlement. Puis j'ai envoyé un dernier texto de groupe. Si vous vous présentez à nouveau chez moi, à n'importe quel étage, à n'importe quelle porte, je déposerai une demande d'ordonnance restrictive. Ce n'est plus un avertissement. Cette fois, personne n'a répondu. Mais Rachel, elle, m'a appelé. Discrètement, prudemment. Dani, dit-elle, tu dois savoir quelque chose. Maman raconte à tout le monde que tu l'as volé. Que l'appartement était à son nom. Je n'ai même pas sourcillé. Parce que j'avais des preuves. Le bail, les paiements, les eurodatages. Et maintenant, l'acte de propriété de l'unité du dessous. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais encore un coup à jouer. Une frappe silencieuse. Le genre que l'on n'entend pas venir avant qu'il ne soit déjà trop tard. L'idée m'est venue à 2h14 du matin. Le genre d'idée qui se glisse entre vos côtes et se niche derrière vos poumons. Froide, nette, finale. Ils voulaient mon espace, ma paix, mon silence. Alors je leur ai donné les 3, et je les ai forcés à regarder. Le lendemain matin, j'ai contacté une entreprise locale de design d'intérieur. Luxe, service complet, discrétion. Je leur ai fait décorer mon ancien appartement, celui qui était maintenant loué à l'entreprise de biotechnologie, pour une séance photo. Des fauteuils en velours luxuriant, des œuvres d'art encadrées d'or, des livres d'Audre Lorde et de Maya Angelou disposés comme des autels sur la table basse. Une carte sur la console de l'entrée qui disait « Bienvenue dans votre sanctuaire. Vous êtes en sécurité ici ». Puis j'ai posté les images sur Instagram avec une seule légende, elle a reconquis son espace et n'a jamais regardé en arrière. Pas de tag, pas de lieu. Mais maman me suit sous un faux nom, @mamibeni1956, comme si je ne le savais pas. Il a fallu 46 minutes pour que le premier texto arrive. C'est ton appart? Tu le loues comme un hôtel? Après tout ce qu'on a fait? Puis est venu celui de ma sœur. Sérieusement, tu profites de l'appartement qu'on a rendu si beau? Je l'ai laissé en « lu ». Je n'avais pas fini. Cette même semaine, j'ai donné tout ce qu'ils avaient laissé derrière eux. Le transat pour bébé, les cadeaux non ouverts,
même l'arche de ballon personnalisée pour laquelle ils avaient payé des centaines de dollars. Tout est allé à un refuge pour femmes locales. J'ai envoyé le reçu fiscal à l'adresse email de ma mère avec pour objet, en votre nom. Puis, le silence. Pour une fois, un silence réel et amer. Pas de coup à la porte, pas de fausses excuses. Juste le son d'une famille réalisant que son emprise avait définitivement glissé. Mais ce qui les a brisés, c'est la fête. Parce que 2 semaines plus tard, j'ai organisé une pendaison de crémaillère. Élégante, simple. Seulement 15 invités. Des gens qui me connaissaient, qui ne m'avaient jamais demandé de me faire petite, de servir, ou de disparaître. Il y avait du vin, du jazz, et de la joie. Le genre de joie tranquille et invendable. À 21h34, le gérant de mon immeuble m'a envoyé un texto, « Salut, votre mère et votre sœur viennent d'essayer de monter. Elles ont dit qu'elles étaient invitées. » Je leur ai dit de partir. J'ai répondu, « Merci. » Elles ne l'étaient pas, puis j'ai levé mon verre vers l'horizon de la ville et j'ai porté un toast au pouvoir d'être complètement injoignable. 3 semaines ont passé. Je dormais comme une pierre. Non pas parce que tout était parfait, mais parce que, pour une fois, personne ne volait ma paix simplement parce qu'ils étaient plus bruyants. J'ai arrêté de sursauter quand j'entendais l'ascenseur, de me crisper quand un coup à la porte résonnait dans le couloir. Je possédais ce silence maintenant, comme une terre. Mais je connaissais ma mère. Et je savais que son silence ne signifiait pas la reddition. Cela signifiait qu'elle préparait quelque chose. Et bien sûr, un après-midi, j'ai reçu une lettre par la poste. Enveloppe épaisse, pas d'adresse de retour. À l'intérieur, un avis dactylographié, imprimé sur du faux papier à en-tête juridique, exigeant la restitution immédiate des biens de la famille Daniels, suivi d'une liste d'articles que j'avais déjà donnés au refuge pour femmes. Ils ont vraiment essayé de me signifier une fausse ordonnance d'expulsion pour un appartement dont j'étais propriétaire. C'est à ce moment-là que j'ai senti quelque chose d'étrange monter en moi. Pas de la rage, pas du chagrin. De la pitié. Il s'accrochait au fantôme du contrôle. Mais les serrures avaient changé, et moi aussi. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai transféré la lettre à mon avocat, qui m'aidait à finaliser la nouvelle société que j'avais créée pour l'unité de location. L'appartement était maintenant sa propre entreprise. Légalement protégé, financièrement distant de moi. Ainsi, même s'ils essayaient de créer des problèmes avec la société de location, mon nom n'apparaîtrait même pas. Le dimanche suivant, j'ai fait quelque chose d'impensable. J'ai conduit jusqu'à la maison de ma mère. Pas pour la voir. Pour y déposer quelque chose. J'ai laissé une boîte sur son porche. À l'intérieur, la seule chose que je n'avais pas jetée, le livre d'or rose de la Baby Shower. Mais j'y avais apporté un petit changement. J'avais fait relier les pages en cuir noir. Sur la page de garde, j'avais écrit, « Pour chaque fois que vous avez essayé de m'effacer de ma propre vie, voici un souvenir du dernier jour où vous y êtes parvenu. » Je n'ai jamais frappé. Je n'ai jamais sonné. Je l'ai juste laissé là, comme des cendres. Quand je suis revenu à mon immeuble, le responsable de la réception m'a interpellé. « Salut mademoiselle Daniels, cette femme dont vous nous aviez averti. » Elle est revenue. Bien sûr. Il a affiché les images de la caméra. Elle était là, ma mère, debout devant l'ascenseur, tenant le livre d'or comme s'il lui brûlait les mains. Elle n'a pas demandé à monter cette fois. Elle est juste restée là, à fixer la caméra de sécurité, les yeux vitreux, la bouche tremblante. Puis elle s'est retournée et est sortie par la porte d'entrée. Pas de crise de colère, pas de scène. Juste partie. Et c'est là que j'ai su que c'était fini. Elle avait compris. Les serrures ne pouvaient pas être forcées. La fille qu'elle avait l'habitude de commander n'habitait plus là. Seule la femme qui avait reconstruit les ruines en quelque chose de sacré. Cette nuit-là, je me tenais sur mon balcon, les lumières de la ville scintillant sous moi comme des applaudissements silencieux, et j'ai murmuré, « C'est à moi, maintenant. » Je n'ai rien posté pendant un certain temps. Pas de légende passive-agressive, pas d'histoire cryptique. Juste le calme et la liberté. Les gens disent toujours que pour tourner la page, il faut une conversation, un moment où l'autre personne voit enfin votre point de vue, s'excuse, change. Mais j'ai appris quelque chose de bien plus froid, de plus honnête. On ne vous donne pas toujours la possibilité de tourner la page. Parfois, vous la construisez avec les briques qu'on vous a jetées.
Ce printemps-là, j'ai organisé mon premier brunch d'appréciation des locataires dans l'unité du dessous. Celle que ma famille traitait comme sa salle d'événements gratuite. Maintenant, elle abritait une jeune femme nommée Alicia et son fils en bas âge. Elle a pleuré en signant le bail, a dit que c'était le premier endroit qu'elle avait jamais eu à son propre nom. Pas de petite amie, pas de belle-mère. Juste à elle. Je l'ai regardée essuyer ses yeux et j'ai souri. Parce que d'une certaine manière, c'était moi, des années auparavant. Juste 100 personnes pour me tendre une clé. En lui faisant visiter l'espace, je lui ai montré le rebord de la fenêtre sur lequel je m'asseyais quand j'étais plus jeune, quand ma famille se disputait et que je disparaissais dans les livres. Elle l'a touché et a dit, on se sent en sécurité ici. J'ai simplement hoché la tête. Bien. C'est le but. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un dernier message de ma sœur. C'était une photo d'elle debout devant l'ancienne maison de notre mère. Légende, devine qui emménage. Passe si tu veux voir ta nièce un de ces jours. Elle demande après toi. Pendant une fraction de seconde, mon cœur s'est serré. Pas parce qu'elle me manquait, mais parce qu'une partie de moi voulait encore lui manquer en retour. Mais ensuite, j'ai regardé mon espace. Mes murs. Mes règles. Ma paix. Et j'ai réalisé quelque chose. Le pardon n'est pas une invitation. C'est une libération. Je pouvais lui pardonner et ne plus jamais franchir cette porte. Je pouvais aimer le souvenir de qui nous étions autrefois et toujours protéger la femme pour laquelle je m'étais si durement battu. Alors j'ai répondu, dis-lui que Tati lui dit bonjour et qu'elle est toujours dans mon cœur. C'est suffisant. Puis j'ai bloqué le numéro. Non par haine, mais par guérison. Je me tenais pieds nus dans ma cuisine. Celle où j'avais autrefois pleuré, ri, et failli tout abandonner. Et je me suis versé un verre de jus d'orange froid. Dehors, le soleil se levait, la lumière se déversant comme une grâce. Je me suis appuyé contre le comptoir et j'ai pris une gorgée, les yeux fermés, n'écoutant rien d'autre que ma propre respiration. Et dans ce doux silence, je l'ai entendu.